Bonjour. Donc, merci Marc pour cette introduction. Et effectivement, je crois que ce que Marc voulait aussi souligner, c'est que il est lui chimiste, je suis biologiste, mais je crois que nous œuvrons tous les deux à essayer vraiment de recréer des liens dans le fossé qui s'est creusé entre la biologie et la chimie. N'oublions pas, et Philippe Marlière l'a encore rappelé la dernière fois, la biologie, ça n'est quand même que de la chimie, ou presque. Alors, je vais avoir une vision assez épistémologique sur cette question, dont, en fait, je vais reprendre beaucoup des choses dont Marc Fontcave vient de nous parler, vu sous un autre angle, évidemment, mais bis repetita placent, comme on dit. Et je vais donc aussi, par moment, être un tout petit peu, et peut-être même encore plus que Marc, iconoclaste, en particulier au sujet de toutes ces approches soi-disant rationnelles avec lesquelles on nous bassine. Alors, il faut bien commencer quelque part. Je vais commencer, moi, en 1978, même si je vais peut-être faire un tout petit retour sur le passé plus ancien. Schibalski, qui est vraiment un des pionniers du génie génétique, a, dès cette époque, parlé de l'entrée dans une nouvelle ère qui était celle de la biologie synthétique. Et ceci s'appuyait essentiellement sur deux choses qui sont importantes ici. C'est les molécules d'ADN inédites, donc autrement dit, on allait introduire dans des génomes existants. Et ça aussi, je crois que c'est une chose qui va revenir et qui est déjà revenue constamment dans ce que disait Marc. Aujourd'hui, on est obligé de partir de l'existant parce qu'on ne peut pas faire du de novo. On en est strictement incapable. On va revenir d'ailleurs sur cette notion, mais à partir de cet existant, on peut quand même imaginer des choses et évidemment envisager des fonctionnalités nouvelles. Alors les fonctionnalités en termes d'enzymes, comme le disait aussi Marc, ça reste encore très balbutiant, mais il y a d'autres domaines où on a fait sans doute des progrès un peu plus importants. Alors, puisque nous sommes dans la semaine de la francophonie, je vais évidemment beaucoup abuser de l'idiome anglais. Ça m'évitera au moins de quelques fautes d'orthographe en français. Celles qui sont en anglais, ce n'est pas très important finalement. Il y a une centaine de définitions de la biologie synthétique, peut-être même plus, mais elles utilisent toutes les mêmes mots qui sont design, engineering, et soit de tout un tas d'éléments qui n'existent pas dans la nature, ou soit du redesign d'éléments qui sont, eux, existants. Et en fait, c'est toujours encore cette même idée, on fait beaucoup plus de redesign aujourd'hui que de conception véritablement des nouveaux. Et comme le disait Marc aussi, on le fait, et parce que c'est un ensemble d'ingénierie, on le fait essentiellement, enfin pas uniquement, parce qu'on le fait aussi avec des objectifs de connaissances fondamentales, mais on le fait quand même en grande partie pour des applications. Alors, on vient de voir là aussi qu'il y a donc ce design de choses qui sont entièrement nouvelles, et on a déjà fait allusion dans ce cours de biologie semi-synthétique, et il existe effectivement une branche de la biologie synthétique dont on ne va pas parler ici, qui consiste à prendre des composants biologiques, à essayer de les rassembler dans une bicouche lipidique de manière à aboutir à une cellule minimale semi-synthétique. Alors, n'ayez pas peur, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Et je pense qu'il y aura encore pas mal d'années avant qu'on sache le faire. Mais bien sûr, ceci rentre complètement dans la définition, peut-être même plus que quoi que ce soit d'autre, dans la définition de ce qu'est la biologie synthétique. Alors, le terme lui-même, qui est peut-être déjà plus ancien, en fait a été repris par une communauté particulière
qui est celle des gens qui s'intéressent à des circuits de régulation. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Cette diapo, juste pour vous montrer que la biologie synthétique a en fait déjà toute une histoire, mais elle ne part pas de rien. Elle a tout un tas de précurseurs. Ici, dans cet article qui a été fait par le groupe, en particulier par Jim Collins, qui est un des grands protagonistes de ce qu'on appelle la circuiterie, revue qui a été publiée l'an dernier, en fait, qui est assez intéressante, mais qui véritablement prend une vision bien particulière de ce qu'est la biologie synthétique, c'est-à-dire essentiellement ce qui tourne autour de l'élaboration de circuits de régulation pour exprimer tout un tas de gènes ou d'autres fonctionnalités. On part bien sûr d'assez loin. Jacob et Monod, dans leur modèle de régulation de l'expression, sont déjà des précurseurs de cette future biologie synthétique. Bien sûr, au cours des années 70, il y a eu énormément de développement dans le domaine du génie génétique, et pour certains, dont je fais partie, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, pour moi, nous ne sommes que dans un espèce de prolongement du génie génétique, ce qu'on pourrait appeler génie génétique 2.0, mais on n'est pas véritablement dans quelque chose qui est une rupture totale par rapport à ce qui a été fait avant. La chose sans doute la plus importante qui s'est passée, ça a été de séquencer des génomes complets. Ici sont mentionnés celui d'Escherichia coli et de la levure, les fameuses bêtes de course dont Marc Fontcave nous a parlé tout à l'heure. Il y en a d'autres, mais ceci a effectivement constitué une espèce de rupture épistémologique, parce qu'à partir de ce moment-là, on voyait quand même les choses de façon différente. On les voyait de façon différente, d'abord parce qu'on a eu depuis une source, avec l'augmentation des capacités de séquençage, et c'est un peu ma démarche dans tout ce nouveau monde de la biologie synthétique, on a eu, disons, on a produit des quantités de séquences absolument gigantesques, et donc une quantité de gènes, de séquences connues absolument gigantesques. Aujourd'hui, on en est à plusieurs centaines de millions, mais en ce qui concerne les fonctions pour lesquelles ces gènes codent, on n'est pas du tout dans un domaine illimité. Au contraire, le nombre de fonctions, lui, reste extrêmement limité. Tout simplement, on a séquencé la même fonction, enfin le même gène, dans une infinie variété de génomes. Alors, il y a bien sûr des variations, et on utilise justement, on fait profit de cette biodiversité. Et je pense que Véronique de Berardinis, au dernier cours, fera justement une illustration de l'utilisation de cette biodiversité. Mais on n'en reste pas moins, quand même, aujourd'hui, assez limité en termes de fonctions. Le fait de pouvoir contempler, de pouvoir examiner un génome dans son intégralité change véritablement les choses quand on fait de la biologie, et en particulier quand on fait ce qu'on a appelé tout à l'heure de l'ingénierie métabolique. On reviendra sur cette notion d'ingénierie métabolique, bien sûr. En particulier, ce qui devient possible, c'est de modéliser à partir de toutes les fonctions connues, et ça c'est la limitation, parce qu'on ne connaît pas, même si on connaît la totalité du génome, on ne connaît pour un génome comme coli que, disons, à peu près 80, peut-être même un peu plus maintenant, % des fonctions codées par les gènes. Mais pour d'autres génomes, on en connaît en général beaucoup moins. Il reste pratiquement systématiquement un tiers des gènes dont on ne connaît pas la fonction lorsqu'on séquence un nouveau génome. Mais ça n'empêche pas les gens d'essayer d'établir des modèles métaboliques et de même essayer d'aller plus loin dans la quantification, c'est-à-dire de voir comment un système biologique peut réagir lorsqu'on le perturbe, lorsqu'on change ses conditions de croissance, et ainsi de suite. Mais ce domaine reste quand même, ce domaine de la modélisation, qu'on appelle
la biologie systémique, on reviendra aussi sur ce terme, reste quand même quelque chose de très balbutiant aujourd'hui. Et puis, bien sûr, le troisième intérêt de disposer des génomes complets, c'est toutes les autres analyses omiques dont on nous rabâche les oreilles, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, l'interactomique, que sais-je, enfin toutes ces choses qui sont utiles, bien sûr, parce qu'elles nous donnent une vision tout à fait différente des phénotypes cellulaires qu'on avait l'habitude de voir avant. Donc, même si ces nouveaux phénotypes, en fait, nous éloignent un peu de la vraie vie. Ce n'est pas parce que vous connaissez tout le protéome du foie d'un lapin que ça va vous donner une idée sur la façon dont ce lapin se comporte dans la nature. Mais c'est quand même extrêmement important de pouvoir disposer, notamment en termes de modélisation, de toutes ces données produites par les analyses globales des différents composants cellulaires, que ce soit des protéines, que ce soit des acides, des ARN messagers, et ainsi de suite. Donc, pour revenir un peu à cette histoire du début, Jim Collins fixe le début de la biologie synthétique à l'année 2000 parce qu'en cette année 2000 ont été réalisés des premiers circuits synthétiques de régulation. Alors ces circuits synthétiques, en fait, ont quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'ils ressemblent complètement à des circuits électroniques tels que celui-ci, qui s'appelle Reset-Set Latch, bon, qui est une espèce de bascule qui permet de moduler les sorties de ce switch, donc soit de faire passer le courant à partir d'un de ces éléments, de l'autre, etc. Et en fait, ceci ressemble énormément à ce qu'on trouve dans la nature, et en particulier à ce qu'on trouve dans le bactériophage lambda, au système qui régule la lysogénie versus le cycle infectieux, où on a deux gènes qui codent pour chacun un répresseur, et c'est la bascule entre ces deux répresseurs qui fait qu'on va être dans une situation de lysogénie ou dans une situation de cycle infectieux lytique. Et Collins a essayé de reconstituer un système ressemblant à ceci. Donc il a pris deux autres gènes codant pour deux autres répresseurs qui sont ici en plus, l'un est sensible à l'IPTG, donc ça c'est le répresseur classique de l'opérolactose, enfin c'est vraiment quelque chose de très historique. L'IPTG c'est cet analogue de galactose, donc c'est un thiogalactoside qui va servir d'inducteur, qui va inactiver le répresseur codé par ce LAC-I pour ici provoquer l'activation. Donc lorsque le répresseur est en présence de l'inducteur, il va y avoir activation de ce gène, et ainsi de suite. Donc ici, on a exactement ce même type de circuit qu'on voit ici. Le deuxième répresseur, lui, est thermosensible. Et donc, ça c'est un premier système. Il y en a un deuxième qui, lui, a consisté à refaire un circuit oscillant, tout simplement, à partir là d'une combinaison de trois gènes qui interagissent entre eux. Mais là encore, la construction est un peu différente. On utilise trois autres gènes qui sont des gènes très connus, donc codant pour des répresseurs chaque fois. Le répresseur d'un opéron tétracycline, toujours le répresseur du lactose, et ici le répresseur de C1 du phage lambda. Donc en faisant un espèce de circuit entre ces trois répresseurs, on arrive là aussi à obtenir des comportements tout à fait particuliers, ressemblant à ceux d'un circuit oscillant. Et lorsque, en plus, on a bien sûr mis ces constructions en aval, enfin en amont plutôt d'un
d'un gène rapporteur, qui est ici la GFP, donc une protéine qui lorsqu'elle est synthétisée, fluoresce dans le verre. Et donc, en suivant cette fluorescence, ici, on voit d'abord, il ne se passe rien. Lorsqu'on donne de l'IPTG, c'est-à-dire lorsqu'on active la transcription de ce gène qui lui-même est couplé au gène de la GFP, le gène de la GFP va s'activer. Fluorescence, à ce moment-là, on continue, on arrive à un plateau, et lorsqu'on inactive maintenant l'autre répresseur, celui qui inactive le fameux répresseur de l'opéron lactose, cette fois-ci, on va réactiver ce répresseur-là, et on va donc tomber ici dans un blocage, dans une terminaison de l'expression de la protéine fluorescente. Ici, on a un autre système, où je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas beaucoup plus compliqué, et cette fois-ci, on va voir en fait une expression oscillante de cette fluorescence. Alors, ça s'amortit avec le nombre de cycles, mais ça fonctionne, et ça a été le travail fait par Elovitz et Lebler. Donc, tous ces deux travaux ont été publiés en 2000 dans Nature et sont, pour ces gens-là, les éléments fondateurs de la biologie synthétique. Alors, on peut voir, bien sûr, les choses d'une façon différente, juste rien qu'à revenir à cette définition que je présentais tout à l'heure. Lorsqu'on parle de conception et d'ingénierie de parties biologiques, pourquoi se restreindre juste à ces éléments régulateurs? En fait, est-ce qu'on ne peut pas voir ça de façon plus large? Et ça rejoint ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frontière entre ce qu'on appelle biologie synthétique, ingénierie métabolique et que sais-je. Toutes les ingénieries sont, à mon sens, ont une légitimité à rentrer dans ce cadre de la biologie synthétique, qu'il s'agisse d'ingénierie autour des acides nucléiques, on va en parler pas mal dans ce qui suit, ou qu'il s'agisse des circuits de contrôle dont on vient de parler, qu'il s'agisse de l'ingénierie métabolique, dont Marc nous a un peu parlé, dont je reparlerai un tout petit peu. Je pense que nous n'aurons absolument pas le temps d'aller beaucoup plus loin sur ces processus biologiques. Alors, on va commencer par, bien sûr, l'ingénierie de l'ADN, qui est vieille, qui remonte, comme je le disais tout à l'heure, au génie génétique. Donc, aux années 70, c'est le clonage de gènes. Puis, et Marc en a parlé, tout de suite, et même peut-être un peu avant, on a commencé à faire de la mutagénèse dirigée aléatoire, comme disait Marc, on ne sait pas trop. Elle était quand même dirigée dans le sens qu'on faisait cette mutagénèse, on la ciblait sur des petites régions génomiques, et c'était ça qui faisait son intérêt. Et puis on est arrivé à gagner en précision jusqu'au nucléotide près, comme on vient de le voir tout à l'heure. Et depuis quelque temps, en fait, et même déjà au début des années 70, on commençait à faire de la synthèse d'ADN, des gens comme Carl Others, par exemple. Et en fait, la synthèse d'ADN n'a fait que progresser jusqu'à aujourd'hui, où on arrive depuis 2007. En 2007, le premier génome complet a été synthétisé, on en a parlé la dernière fois. J'en reparlerai sous un autre angle, je ne parlerai pas de la chimie de la synthèse d'ADN, ce n'est pas du tout mon propos. Mais ça aussi, ça a beaucoup marqué les esprits et ça a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Chirurgie génomique, c'est un autre aspect qui devient de plus en plus important. On en parlera un tout petit peu. Le génome minimal aussi. Et bien sûr, cette transplantation de génome qui partait donc de ces génomes complets synthétisés, ça c'est un sujet qui va nous occuper un tout petit peu. Pour resituer ça dans l'échelle du temps, ces fameuses mutagénèses dirigées soit sur des régions, soit au nucléotide près, ça s'est passé essentiellement pendant les années 70, en même temps que le développement de toutes ces techniques de clonage. Et un point dont Marc a parlé, qui est donc
Non, ça, ce n'est pas tout à fait le génome shuffling. C'est avant le génome shuffling. Ça a été la première tentative faite par deux groupes, le groupe de David Gödel à Genentech et le groupe de Charlie Weissman à Zurich. Ces deux groupes ont, pour la première fois, pris des moitiés de gènes codant pour des protéines. En l'occurrence, il s'agissait d'interférons. L'interféron étant une famille multigénique, en collant ensemble deux moitiés de gènes d'interférons, on a obtenu des interférons hybrides qui avaient des activités biologiques de type antiviral, comme l'interféron natif, mais différentes, avec pouvant agir sur des cibles cellulaires avec, disons, des caractéristiques qui étaient différentes de celles des molécules natives. Donc, ça montrait bien l'intérêt un peu d'aller plus loin. Et on est allé plus loin par la suite. Donc, je passe là-dessus tout de suite. De toute façon, n'oublions pas que le fait de pouvoir synthétiser de l'ADN, pratiquement, aujourd'hui, on fait surtout ceci, c'est-à-dire on introduit d'emblée la mutation dans un oligonucléotide et on va coller ça sur un brin, faire un hétéroduplex et ensuite refaire la molécule double brin. Ça, c'est une des méthodes les plus utilisées. Je passe sur les méthodes historiques qui, bien sûr, ont juste un intérêt sur le plan historique, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de très important. Et autre chose qui a commencé à fonctionner, ce sont ces fameuses méganucléases qui sont donc capables, non plus comme les enzymes de restriction utilisées ici, de faire des coupures multiples dans les génomes, mais qui ont des cycles de reconnaissance beaucoup plus grands, qui portent sur des petites séquences de l'ordre de la dizaine, voire bien plus de nucléotides, donc qui arrivent à cibler un nombre de sites beaucoup moins important dans un génome et à faire vraiment de la chirurgie génomique. On reviendra aussi sur cet aspect tout à l'heure. Le fameux genome shuffling, alors, ça c'est un autre aspect qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le gene shuffling. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de faire du shuffling du brassage, excusez-moi, sur un seul gène, mais là c'est sur la totalité des génomes. Et ceci a été imaginé par le groupe de Maxigène, dirigé par Stemmer. Stemmer aussi, qui est le créateur de ce fameux gene shuffling, brassage de gènes, donc brassage de codant pour un enzyme dont Marc nous a parlé tout à l'heure. Stemmer malheureusement est mort il y a 1 ou 2 ans et je pense que c'est une grosse perte pour nous, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été extrêmement créatif dans ce domaine. Donc, l'idée est la suivante. Je vais prendre deux cellules qui ont des génomes, deux cellules de la même espèce, il s'agit ici de Streptomyces solicolor, donc ce fameux producteur d'antibiotiques. Donc, je vais prendre deux variétés, deux variants de solicolor. Je vais transformer en protoplastes, je vais fusionner ces protoplastes et je vais laisser les génomes se réarranger. Alors ça ne marche pas pour tout type cellulaire, mais ça marche pour solicolor. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on a 2, 3 ou 4 marqueurs différents dans cette fusion. Alors en fait, on fait la fusion, on ne la fait pas entre deux partenaires, mais là on fait du sexe carrément à 4 partenaires. Ici, on a un croisement avec 4 souches différentes. Et voilà les rendements qu'on obtient par une simple fusion de protoplastes. Donc il a fait plusieurs cycles de fusion, et ça aussi, Marc a parlé de cet intérêt de recycler constamment lorsqu'on fait ces choses au hasard. Et à la fin, on voit qu'on arrive à faire des réarrangements qui concernent les 4 marqueurs avec des pourcentages qui sont quand même relativement intéressants. Donc, ce sexe à 4, comme il est montré ici, c'est finalement quelque chose, ce serait, alors je ne sais pas, ça va peut-être donner des idées, ce serait une manière beaucoup plus efficace de faire du neuf. Ici, voilà ce qu'on arrive à faire justement par, disons, une mutagénèse récurrente avec des cycles récurrents tels que Marc nous le mentionnait tout à l'heure. On passe chaque fois à faire un petit progrès incrémental, pof, 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 ça disons, par rapport à l'adéquation de la souche qu'on veut obtenir pour le phénotype qu'on recherche, ça ne va pas très vite. Ici,
vous prenez un ensemble de génomes différents, vous les rebrassez et vous sélectionnez ce que vous obtenez, et ainsi de suite. Vous voyez, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et bien sûr, ce qui est important, c'est ce shuffling, enfin ce brassage, et le fait de pouvoir faire ça avec plusieurs génomes simultanément. En 2007, donc, je l'ai déjà mentionné, le groupe de Craig Venter synthétise un génome intégralement. Et ce génome intégralement synthétisé, on arrive à le transplanter 3 ans plus tard dans ces souches de mycoplasme. Il a déjà été question de ça la dernière fois. Bon, il y a ici d'autres éléments importants dans cette histoire de l'ingénierie du génome dont je n'ai pas parlé, mais dont il a été question la fois précédente, en particulier de cette paire de bases non canoniques dont nous a parlé Marc, et ce dont nous a entretenu Philippe Marlière sur la substitution de chloro-U, enfin de T par le chloro-U. Donc la synthèse complète, je ne reviens pas dessus. Je reviens par contre sur cette expérience de transplantation qui est quand même quelque chose d'absolument central et fascinant. Donc, on a pris des cellules de Mycoplasma capricolum, auxquelles on a rajouté donc ce génome entièrement synthétisé de mycoïdes, et donc on a introduit ceci, et la technologie développée ici, en fait, a été en grande partie développée par une postdoc française dans le laboratoire de Craig Venter, qui s'appelle Carole Lartigue. On reviendra d'ailleurs sur Carole dans quelques instants. Ici, on introduit un processus de sélection. Le marqueur de sélection est porté par le chromosome bleu. Donc on a ce chromosome bleu dans un cytoplasme rose. Et ça, c'est là que se produit, à mon avis, le miracle, c'est que progressivement, ce chromosome bleu va s'exprimer, les gènes ici vont s'exprimer et transformer ce cytoplasme rose en cytoplasme bleu. Donc on est ici, maintenant, dans un contexte qui est complètement mycoïdes. Et ça, je dis, c'est absolument incroyable. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes dans un avion, et le pilote vous dit, écoutez, on va changer toute l'informatique de l'avion, en vol, hein, l'avion en vol, on va changer toute l'informatique. La première chose que vous faites, vous demandez un parachute parce qu'évidemment, vous aurez des problèmes de compatibilité entre l'informatique nouvelle que vous allez installer dans l'avion et ce qui était préexistant. Donc, comment ceci fonctionne? On va revenir là-dessus. C'est effectivement un miracle, et ce miracle, en fait, il n'est pas... on ne peut pas l'étendre indéfiniment. Autre chose extrêmement importante, ce projet s'est étalé sur une quinzaine d'années et a coûté 40 millions de dollars. Et pourtant, les prix baissent. Lorsqu'on regarde les prix du séquençage, bon, la baisse est absolument spectaculaire, celle pour les synthèses d'oligonucléotides aussi, mais même pour les ADN double brin, ici en vert, les prix baissent. Donc aujourd'hui, faire un génome de cette taille de mycoplasme, c'est de l'ordre du million de dollars. Donc tout le monde ne peut pas se payer ces expériences-là. Ce qui est de plus récent dans la synthèse de génome complet, c'est ce qui a été publié l'an dernier en ce qui concerne la levure, un chromosome complet de levure, donc c'est quand même plus petit que le chromosome de mycoplasme. Un chromosome de 317 kilobases a été resynthétisé pour se retrouver dans une forme un peu plus petite, tout simplement parce qu'on a un peu enlevé un certain nombre de choses, des régions subténumériques, des introns, quelques tRNA, des transposons, des sites silencieux de conjugaison, et on a remplacé tous les codons TAG par des codons TA. Tout ça, ce sont des codons de terminaison de synthèse de protéines. Et donc, ça libère, et on va revoir que ceci est important tout à l'heure, ça libère complètement un codon pour faire autre chose, et en particulier pour introduire un 21e aminoacide qui, lui, n'est pas un aminoacide naturel. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Enfin, l'introduction de ce 21e aminoacide n'a pas été fait, mais ça le sera un jour.
Et c'est en préparation donc, de cette chose-là que ce chromosome a été synthétisé. Les autres chromosomes de levure sont tous en cours de synthèse. Je crois même que la plupart d'entre eux sont pratiquement finis. Et le travail pour avoir un génome complet de levure, donc à peu près 12 millions de paires de bases, est très avancé. Le remplacement du chromosome natif par ce chromosome synthétique, le nouveau chromosome est fonctionnel, stable, et on ne détecte pas de perte de, disons, fitness est un de ces mots difficiles à traduire, d'adaptation au milieu de la souche ainsi transformée. Bon, en plus, d'autres astuces génétiques ont été introduites pour ensuite pouvoir exciser des gènes qui sont non fonctionnels. Donc tout ça pour faire tout un tas d'expériences de génétique. Alors, je vais revenir quand même sur un aspect, parce que là, ce qu'on a fait, c'est recopier l'existant. Bon, avec, dans le cas de mycoplasme, pratiquement pas de changement introduit dans le nouveau génome. Dans le cas de la levure, vous avez vu les changements qui ont été introduits, mais enfin, l'essentiel reste là. Et une manip plus ancienne avait été faite dès 2005, publiée PNAS, par un groupe de Japonais, qui avait consisté, à ce moment-là, à introduire le génome de cette bactérie, donc qui est Synechocystis, une cyanobactérie, dans le génome de Bacillus subtilis. Et ceci sous forme de quelques segments, ici 3 segments, avec quelques petites délétions dans le génome de Synechocystis pour des raisons de compatibilité, notamment, par exemple, je crois que c'était pour les ARN ribosomiques, de façon à n'avoir pas 2 sortes de ribosomes là-dedans, parce que ça risquait de mal fonctionner. Ça risquait pratiquement de rendre le système globalement non fonctionnel. Et donc, cette fusion de génomes a été réalisée, mais les gènes de Synechocystis ne s'expriment pas dans ce génome fusionné, dans ce contexte. On reste dans quelque chose qui est complètement Bacillus subtilis. Donc, il y a manifestement des problèmes de compatibilité entre les systèmes. Et ces problèmes de compatibilité ont également été vus sur le système de mycoplasme dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ici, je cite le travail du groupe de Carole Lartigue et Alain Blanchard à Bordeaux. Et ils ont essayé un certain nombre de génomes proches de Capricolum pour voir si on pouvait transformer Capricolum. Eh bien, ça marche jusqu'à un certain point, jusqu'à ce génome-là. On ne peut pas aller plus loin. D'ailleurs, les premières expériences qu'avait faites ce groupe il y a bien longtemps consistaient à essayer d'introduire le génome de Genitalium dans Capricolum, et ça n'a jamais marché. Et donc, manifestement, tant qu'on est ici à 90-94% de similarité de séquence en termes de protéines, lorsqu'on descend plus bas, on est trop loin, les systèmes ne sont plus compatibles. Réduction de génome, je crois que je vais très vite passer dessus parce qu'il me reste encore énormément de choses à dire et le temps s'écoule. Donc, juste, on peut, à l'aide de ces enzymes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font de la chirurgie génomique, enlever des gros morceaux, exactement comme ça a été fait pour le chromosome de levure qui a été resynthétisé. On enlève des morceaux avec des séquences qui n'ont pas de fonction, ou des fonctions qui ne servent pas dans le contexte dans lequel on veut travailler, ou même des séquences qui sont contraires à l'objectif qu'on recherche. Donc tout ça, ça se fait surtout sur colis, bien sûr. Colis, c'est ce fameux châssis universel, enfin je pense qu'il n'est pas très universel, mais ça ne fait rien, sur lequel, évidemment, on fait, pour des raisons que Marc a indiquées, on fait toutes sortes de choses, parce qu'on sait bien manipuler ce système-là. Maintenant, et ça a été mentionné par Philippe Marlière la dernière fois, aujourd'hui, et ça a aussi été mentionné juste pour les protéines, pour une simple protéine, on ne sait pas reconstituer ou faire un gène de protéine qui aurait des propriétés définies. Pour un génome, c'est encore bien plus compliqué. D'abord, quel gène ?
comment les arranger entre eux, parce que selon la position qu'ils occupent sur un chromosome, ils vont s'exprimer de façon plus ou moins efficace. Comment les réguler? Comment prédire ou évaluer la compatibilité entre les différents gènes? Parce que là aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et même quelqu'un comme Jim Collins, qui est quand même un extrémiste très dur de la biologie synthétique, il admet qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Donc, on a encore progressé par la suite. J'ai déjà parlé des méganucléases tout à l'heure. D'autres systèmes de chirurgie génomique, donc en particulier les TALEN et le système CRISPR-Cas, ont été développés récemment. Je n'insiste pas sur ces systèmes. Donc, ils sont capables de reconnaître ici, à l'aide de doigts à zinc, et ici, à l'aide d'éléments répétés sur une protéine, sont capables de reconnaître des séquences particulières. Ici, un module reconnaît 3 paires de bases, ici une seule. Donc, ils sont capables de reconnaître une région particulière du génome et d'introduire une coupure un peu à un autre endroit par un enzyme qui s'appelle FOC1, qui est capable donc de faire une coupure double brin. Comme par ailleurs, la réparation double brin est quelque chose qui fonctionne in vivo, plus ou moins bien, mais ça fonctionne. On peut introduire des coupures, sortir des morceaux, ressouder ou même introduire d'autres morceaux extérieurs. Mais le système qui semble le plus efficace, c'est le système CRISPR-Cas, où là, la reconnaissance se fait par des nucléotides, cette fois-ci. Et on a là aussi un enzyme qui introduit des coupures. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, malheureusement. Et disons, entre ces différents systèmes, aujourd'hui, il semble que le marché semble avoir fait un choix. Voilà les taux de citation des papiers concernant CRISPR-Cas sur regardez, les 4 dernières années. Enfin, c'est tout simplement parce que ces systèmes sont notamment, CRISPR-Cas en particulier, est utilisable dans les systèmes eucaryotes, qu'il s'agisse de cellules végétales, qu'il s'agisse de cellules de mammifères. On peut vraiment faire des choses absolument fantastiques avec ce système, et bien sûr, les gens ne s'en privent pas. Ingénierie des protéines, je crois que je vais vraiment passer vite, puisque Marc nous en a déjà beaucoup parlé, nous a parlé de mutagénèse. Les anticorps catalytiques, je les mentionne. Je dirais juste que parmi les gens qui ont les premiers synthétisé les anticorps catalytiques, ici, Lerner, Schulz, en fait, Schulz n'en fait plus. Donc, je pense que Marc pourra peut-être nous en dire plus, mais les anticorps catalytiques n'ont pas, rempli leurs promesses. Les premiers remontent à 86, c'est donc quand même il y a une trentaine d'années presque. On n'a pas fait grand-chose avec, et je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux avec d'autres choses. Peut-être une chose aussi à mentionner, c'est que dès les années 50, George Cohen, actuellement à la retraite, même très à la retraite, mais qui va toujours encore chaque jour à l'Institut Pasteur, a introduit des analogues d'aminoacides, d'ailleurs Philippe Marlière l'a mentionné autrefois, en particulier la sélénocystéine, dans des protéines de colis, et ceci donc à une époque très très ancienne, et a montré que c'était tout à fait supportable par le système biologique. Mutagénèse dirigée, ça a été mentionné, les gènes recombinés aussi, le brassage, le shuffling également, donc tout ça sont des méthodes d'ingénierie des protéines qui sont, très efficaces. Il y en a d'autres. L'extension du code des aminoacides, on l'a déjà évoqué, les premières expériences qui ont été réalisées pour introduire là aussi de façon très ciblée un nouvel aminoacide en dehors du pool des 20 aminoacides biologiques, a été fait par Schulz, le même que celui des anticorps, et par Philippe Marlière dès début 2020. Mais là aussi, on voit qu'entre ça et l'expérience qui vient d'être rapportée par deux groupes, en fait, ce sont deux groupes qui sont plus ou moins qui utilisent les mêmes méthodologies, qui ont introduit un nouvel aminoacide dans un fameux codon qui a été inactivé, qui est toujours le même codon UAG, qui a été éliminé
du génome, enfin qui a été effectivement éliminé du génome, et ensuite on a réintroduit des UAG pour pouvoir introduire un nouvel aminoacide. Ceci vient d'être décrit dans Nature il y a quelques semaines. Autre chose qui a été très importante, je pense, c'est ce mRNA display développé par Shostak. Je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps d'en parler, je ne crois pas. Et peut-être aussi un tout petit peu mentionner ces fameuses activités enzymatiques qui sont véritablement issues les structures, les protéines capables de catalyser ces activités remontent à... Enfin, ceux-ci sont les premiers résultats qu'on a obtenus dans ce genre de choses. Bon, ça ouvre évidemment des perspectives qui sont vraiment fantastiques parce qu'il est probable quand même que dans un nombre d'années pas tellement éloigné, on sera capable de faire complètement, de plus en plus, des enzymes complètement synthétiques avec, disons, des activités tout à fait efficaces. Comme l'a dit Marc, aujourd'hui, pour faire du neuf, on a beaucoup de mal à le faire ex nihilo. Alors, on sait le faire au hasard, on va en reparler un tout petit peu, donc c'est la fameuse manip de Shostak, avec des connaissances préalables, et surtout, on fait du neuf avec du vieux, comme ça a été mentionné, tous ces procédés ont été mentionnés. On sait faire un peu de redesign, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'en fait, dans le pool de vieux qui existe, c'est-à-dire dans tous ces génomes et gènes séquencés, il y a quand même encore une réserve importante. Pratiquement 20% des familles de domaines protéiques qui ont été, disons, identifiés par les bioinformaticiens, 20% de ces domaines, c'est ce qu'on appelle des DUF, c'est-à-dire des Domain of Unknown Function, donc des domaines dont on ne connaît pas la fonction. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reste à exploiter, mais ce n'est pas très évident. Et ça, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on s'intéresse, nous, au laboratoire. Non, je crois que je ne vais pas avoir le temps, mais donc ça, c'est la méthode mise au point par Selig et Shostak, qui a consisté aussi par des cycles successifs, comme Marc l'a mentionné, à arriver à identifier une séquence capable de coder pour une nouvelle activité enzymatique inédite. En l'occurrence ici, il s'agissait d'une activité capable de faire une liaison covalente entre deux substrats. Par un processus de sélection, notamment basé sur l'utilisation d'un couple biotine-streptavidine. Et donc, en faisant ces cycles successifs, on arrive à identifier des activités catalytiques. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. C'est vraiment un tour de force de laboratoire. À l'aide d'ordinateurs et à l'aide de certains programmes, on peut là aussi commencer à faire des choses intéressantes. C'est-à-dire le programme, enfin d'abord on va dessiner la triade catalytique absolument nécessaire pour l'activité enzymatique. On va l'introduire à l'aide d'un programme informatique dans un échafaudage protéique. Et puis, à partir de là, toujours avec un programme informatique, on va essayer d'optimiser ceci. Et puis, donc, ça a été fait dans un certain nombre de cas. Je ne rentre pas dans les détails. Pour l'instant, disons, les constantes qu'on obtient restent quand même encore très basses. Mais c'est certainement ça une voie d'avenir pour des nouvelles activités enzymatiques. Alors là, cette fameuse manip dont j'ai parlé, donc, qui a consisté à utiliser le codon TAG comme codon pour un nouvel aminoacide. Donc, on part de souches où il n'y a plus de TAG. Cela, on arrive à les obtenir, je ne rentre pas dans les détails.
Et puis, on va donc les introduire ici dans un certain nombre de gènes par une technique qui s'appelle MAGE. Là aussi, je vais passer très très rapidement dessus. C'est une technique qui consiste à introduire des petits fragments d'ADN. Ces petits fragments d'ADN sont identiques à une position près à des fragments du génome de cette souche-là et vont se substituer au génome existant et donc vont introduire à chaque fois ces petits changements en bleu dans les génomes en question. Et ça a été fait, bien sûr, ciblé sur un certain nombre de protéines d'importance. Donc ici, la petite position en bleu. Et puis, en parallèle, a été mis au point un système capable de charger un tRNA avec un analogue d'aminoacides. Alors ici, les analogues d'aminoacides, en fait, ils sont extrêmement peu diserts dans ce papier. Il s'agit de dérivés de la phénylalalanine, mais on n'en sait pas plus. Et donc ces analogues peuvent être... on peut aminoacyler un tRNA après avoir modifié, bien sûr, l'aminoacide tRNA synthétase en question. Et puis, on peut introduire ce nouvel aminoacide dans toute une série de protéines, qui sont donc les protéines essentielles en l'occurrence, et ça marche. Et évidemment, ça a plusieurs intérêts. Pour l'instant, ces aminoacides ne confèrent pas de nouvelles propriétés, enfin, du moins, on n'a pas mis en évidence que ça conférait de nouvelles propriétés aux molécules, mais les molécules, d'ailleurs, restent toujours avec leur activité de départ, puisque ce sont des protéines essentielles, il faut qu'elles restent avec leur activité de départ. Par contre, ce que ça permet en fait de faire un confinement biologique du système, c'est-à-dire comme il est nécessaire de fournir ce nouvel aminoacide que la bactérie n'est pas capable de synthétiser, cet analogue de phénylalalanine, eh bien, on ne va plus pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et ce système-là, donc, permet d'avoir un système biologique étanche. Des essais ont été faits pour voir s'il pouvait y avoir des fuites par rapport à ceci avec des systèmes existants. La réponse est non. Et donc, on est là dans un cas d'isolement biologique de la souche recombinante qu'on a ici. Alors évidemment, ça présente de gros intérêts, puisque toute la problématique autour des OGM, il ne faut pas les disséminer dans la nature. Ici, on a un système qui n'est pas disséminable pour ce que les expériences qui ont été faites, en tous les cas, en montrent. Il y a quand même peut-être une petite limitation, c'est que les analogues en question, qu'il faut fournir au milieu pour que ça pousse, ce n'est pas gratuit. Avant, il suffisait de donner une source d'azote minérale et du sucre à colis pour qu'il pousse. Là, il faut lui donner quelque chose qui est quand même un substrat qui est quand même assez cher. Mais enfin bon, ingénierie métabolique, je pense que je n'ai plus grand-chose à dire, parce que Marc en a parlé un peu. Peut-être juste historiquement, les choses ont commencé, comme Marc nous l'a dit, très tôt. Alors, moi, je l'ai fait commencer un peu moins tôt, parce qu'on a vraiment commencé à faire des choses de façon rationnelle. Enfin, je déteste ce mot rationnel, parce que ça implique que les gens qui travaillaient avant n'étaient pas rationnels. Alors, je pense quand même que des gens comme Pasteur, des gens comme Büchner, des gens comme Fleming, Jacob, Monod, étaient quand même des gens éminemment rationnels. Et donc, si on utilisait juste le terme de raisonner, ce serait peut-être un tout petit peu mieux que le rationnel, mais enfin, bon, les anglo-saxons ont introduit ça, et ça mérite profondément, d'autant plus que, comme ça a été dit, dans le rationnel, il y a énormément de manip aléatoires qu'on utilise, parce qu'on fait, aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est de l'aléatoire à grande échelle. Ce qu'on sait faire, vraiment, c'est, disons, du tâtonnement massivement parallèle. On est surtout là-dedans. Donc, à l'époque, dans les années 70, ces gens-là ont mis au point, en contemplant ce genre de choses, c'est-à-dire des cascades de réactions se produisant à partir d'un nutriment et donnant un produit dans une bactérie. En fait, ce qu'on croyait initialement, c'est que c'est l'enzyme le plus lent qui va être l'élément, disons, régulateur de l'ensemble. En fait, c'est plus compliqué que ça. Souvent, ce sont plusieurs systèmes enzymatiques
qui impose l'efficacité de la totalité de la voie. Et donc, ils ont réfléchi sur la façon dont on pouvait faire et agir sur le contrôle métabolique. Et ça, c'était vraiment le démarrage de cette ingénierie métabolique. Ensuite, elle a continué avec des gens comme Bailey et Stephanopoulos, qui ont été, disons, un peu les promoteurs du terme d'ingénierie métabolique. Pratiquement avant, on ne parlait pas de ça. Mais en 1991, on est quand même encore à une époque où il n'y a pas de génome complet. Et l'ingénierie métabolique va bien sûr subir une révolution à partir du moment où on dispose de la totalité des génomes, parce qu'on peut faire de la modélisation. Je passe là-dessus, ce n'est pas la peine. Et parce qu'on peut faire tout un tas de choses. Et en fait, les premières réalisations, Marc en a mentionné toute une série, mais je crois que les premières réalisations de l'ingénierie métabolique, c'est vraiment celle qui est faite par Nakamura pour faire du 1,3-propandiol. C'était mentionné sur son dernier tableau. Dupont a monté une unité de production capable de faire du 1,3-propandiol à partir d'Escherichia coli en lui donnant des mélasses de sucre. Et cette usine, je crois, produit plusieurs centaines de milliers de tonnes de propandiol aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la première grosse réalisation de l'ingénierie métabolique. Nakamura a bien sûr trafiqué un certain nombre de gènes, mais là, il les connaissait, il savait exactement ce qu'il voulait faire, chose qu'il n'aurait pas pu faire sans la séquence de Coli. Peut-être un dernier point, l'ingénierie métabolique aura quand même encore pas mal de choses à résoudre. Ici, c'est la seule expérience du laboratoire que je vais montrer, a été faite par le groupe de Marcel Sanabou-Nouba, avec Alain Perret en particulier, et qui a consisté à cultiver une bactérie, en l'occurrence il s'agissait d'Acinetobacter, dans deux conditions, soit avec du succinate, soit avec du quinate. Et vous voyez un peu le nombre de changements qui se produisent. Ici, ce sont les métabolites qui bougent, soit en présence de quinate, soit en présence de succinate. Et donc, selon leur façon de bouger, selon leur, disons, la différence de production, s'il y en a 10 fois plus, 3 fois plus, etc., on a utilisé un code couleur. Et donc, on voit qu'à peu près 50% des métabolites changent de concentration quand on passe d'un milieu de culture avec une source de carbone quinate versus une source de carbone succinate. C'est quand même énorme. Et il y a bien sûr énormément de choses qu'on ignore là-dedans. Et à côté de ça, lorsqu'on regarde les gènes, donc là c'était le métabolome, ici c'est le transcriptome, c'est la même chose. On voit tout un tas de gènes qui bougent, et notamment on voit tout un tas de gènes dont on ne connaît pas la fonction qui bougent. Donc il reste énormément de travail si vraiment on veut arriver à une prédictibilité raisonnable, même dans les systèmes les mieux connus. On est loin de tout savoir. Je cite souvent cette phrase que j'ai sortie d'un rapport sur la biologie synthétique. C'est évidemment écrit par un ingénieur à qui on a bourré le mou, puisqu'il prétend que pratiquement on sait tout. Évidemment, on n'est pas du tout là. Donc, soyons modestes. Disons-nous qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Alors, je sais bien, et Philippe Marlière l'a mentionné la dernière fois, on peut, même si on ne sait pas tout, quand même faire plein de choses. Ça n'a pas d'importance de tout savoir en termes de biologie synthétique. Et ceci est vrai, mais je pense que il faudrait éviter que ça ait une répercussion sur le fait d'essayer de savoir ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est juste un exemple, une voie métabolique entière qui a été découverte chez Coli l'an dernier. Je passe sur les détails. L'ingénierie des circuits, j'en ai parlé. Il y a d'autres moyens de faire cette ingénierie de circuits avec d'autres constructions qu'on appelle par exemple des riboswitches. Ici, vous voyez un tel riboswitch où il y a ces boucles bleues qui sont capables de reconnaître une petite molécule, en l'occurrence la théophiline. Alors on peut donner de la théophiline, vous savez, ce bronchodilatateur des suppositoires de notre enfance.
Eh bien, certes, les bactéries ne font pas d'insuffisance respiratoire, mais on peut quand même leur donner de la théophylline, et ça peut changer l'expression de gènes. Ici, la fameuse séquence Shine-Dalgarno pour l'initiation de la traduction était accessible. En présence de théophylline, il y a un changement de conformation de ce riboswitch, et le Shine-Dalgarno, lui, devient masqué et ça ne marche plus. Et ici, on a la même chose, mais en fait, une construction similaire. Donc on peut aussi, en jouant sur ces fameuses séquences régulatrices en amont de la partie codante des gènes, on peut introduire tout un tas de moyens qui régulent là aussi l'expression et qui permettent de jouer avec les petites molécules. Voilà, et donc avec cette régulation de l'expression, on peut faire des circuits logiques, on a déjà vu les bascules, on a vu les circuits oscillants, on peut faire des portes logiques, on peut faire des dispositifs qui sont capables de mémoriser, capables de compter. Tout ça, c'est des choses qu'on fait, que bien sûr, je n'ai pas du tout évoqué ici, tout simplement parce que, pour des raisons de temps, il y en a un ici, mais je vais le passer parce qu'on n'a pas le temps de le voir. Alors juste, encore une fois, j'en ai parlé, on est quand même essentiellement dans une ingénierie qui est aléatoire, Marc l'a mentionné, et c'est complètement le cas. Là, il y a différentes méthodes qui sont indiquées. Cette fameuse technique de MAGE qui a été utilisée tout à l'heure pour tout le remplacement de codons UAG, et puis ensuite pour l'introduction du nouvel aminoacide, du 21e aminoacide synthétique, s'appuie énormément sur cette technique de multiplex accelerated genome engineering. Je ne rentre pas dans les détails non plus. Ça aussi, c'est ce que avait présenté Philippe Marlière la dernière fois. Une autre méthode pour faire évoluer des génomes, qui est une méthode biologique complètement. On laisse les génomes évoluer. Si on a un critère de sélection, on pourra faire une pression de sélection et puis jouer sur l'alternance entre des moments où on fait cette pression de sélection et des moments où on ne la fait pas. Et lorsqu'on regarde comment les bestioles évoluent, on voit qu'elles introduisent un nombre de mutations absolument colossal. Dans un cas, 1545, et dans le cas de la manip en parallèle, 126. Personne n'aurait été capable de dire quels seront les gènes qui seront touchés par cette évolution. Et donc là encore, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire à l'avance. On ne va pas pouvoir dire, voilà, j'ai un génome, je veux l'améliorer pour tel et tel phénotype, je vais introduire des mutations à tel et tel endroit, ça va marcher. On ne sait pas faire ça. Voilà. Et j'en termine avec ça. La biologie est une ingénierie synthétique et pour l'instant une ingénierie qui est essentiellement empirique et qui s'appuie, encore une fois, sur des processus qui sont massivement parallèles. Et on a encore beaucoup de travail pour améliorer le pouvoir de prédiction. Voilà.